Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi à cette heure-ci remonte aux origines de notre quotidien avec une chronique portée par David Castello-Lopez, le mystérieux David Castello-Lopez. Aujourd'hui, vous nous faites languir. De quoi allez-vous nous parler? Donc de la Révolution verte. Je dois vous dire un truc quand même, c'est que moi je suis une personne optimiste. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature. Je pense dans l'ensemble que ça va bien se passer. Mais j'ai conscience aussi qu'être optimiste, c'est un petit peu dangereux. Parce que si vous dites « je pense que ça va bien se passer » et que finalement ça se passe mal, eh bien vous vous faites défoncer. Alors que le pessimisme, finalement, c'est quoi? Eh bien l'autre nom du pessimisme, c'est la prudence. On ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir été prudent. Je veux dire, personne ne vous reprochera d'avoir mis votre ceinture de sécurité, même si vous n'avez pas d'accident. Et j'ai presque un peu honte de le dire, mais mon optimisme, il touche aussi des domaines où c'est considéré aujourd'hui comme un truc de FDP d'être optimiste, comme par exemple l'environnement. Je crois, un peu comme on croit en Dieu, qu'on va trouver une solution, qu'on va pouvoir recongeler la banquise, qu'on va pouvoir écoper la mer qui monte à la cuillère à soupe. Et l'une des choses qui me fait y croire, c'est que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des causes apparemment désespérées trouvent des solutions inédites et impensables. Et c'est l'une de ces histoires que je vais vous raconter, celle de la Révolution verte. À la fin des années 60, il y a un biologiste américain qui s'appelait Paul Ehrlich et qui était assez impressionnant parce que d'une part, il était professeur de biologie à Stanford, ce qui est classe, et en plus, il était ultra beau gosse. Et des professeurs de biologie ultra beaux gosses, ça court pas les rues, je m'y connais. Et Paul, il est célèbre pour avoir écrit en 1968 un livre qui s'appelait The Population Bomb, la bombe démographique, et qui prédisait, entre autres choses, que dans la décennie suivante, c'est-à-dire les années 70, le monde serait ravagé par une famine sans précédent. Paul, il disait qu'au minimum, il y aurait 500 millions de morts. Et ces calculs, ils semblaient assez justes. Je veux dire, il a regardé le taux d'accroissement de la population, il a comparé avec la capacité du monde à nourrir, et il a conclu on va tous mourir en fait, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et la seule solution pour lui, c'était de faire moins d'enfants. Et son livre, il a eu un succès colossal, il s'est vendu à des millions d'exemplaires, il a fait la couverture des plus grands magazines, et il a été considéré globalement comme un prophète visionnaire beau gosse de l'apocalypse. Sauf que, Paul, il s'est planté, mais planté dans des proportions presque inédites dans l'histoire du plantage. Entre 1961 et 2000, la population mondiale, elle a doublé, 2 fois plus de gens. Normalement, le nombre de calories par personne, si on en croit Paul, il aurait dû s'écrouler complètement. Eh bien, il a augmenté de 24%. Dans les années 60, le taux de mort par famine dans le monde, c'était 26 pour 100 000. Dans les années 90, il était tombé à 2 pour 100 000, divisé par 13. Mais alors, comment est-ce que Paul a pu se planter à ce point? Eh bien parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir, et ce quelque chose, c'est ce qu'on a appelé la Révolution verte. Dans les années 40 au Mexique, c'était un peu la merde niveau agriculture au Mexique, à tel point que le Mexique, il devait importer du blé pour subvenir à ses besoins. Et là, pour essayer de trouver une solution, le Mexique, il a fait appel à un agronome américain modeste qui s'appelait Norman Borlaug. Norman, il était né dans une famille pauvre de l'Iowa, il avait fait des études brillantes, et les Mexicains, en gros, ils ont dit à Norman, s'il te plaît, trouve une solution pour augmenter le rendement de nos champs de blé. Et Norman, il s'est mis au travail, il a croisé des espèces les unes avec les autres, et en quelques années, il a réussi à produire plusieurs variétés de blé un peu Superman. Si vous voyez, du super blé, quoi, du Iron Man des blés ou du Superman des blés. Sans OGM. Sans OGM. Ah bon. Du blé avec plein de caractéristiques super, mais notamment une qui est facile à comprendre, les épis de blé de Norman, ils poussaient moins haut que les épis habituels. Résultat, ils avaient moins tendance à plier et à tomber sous le poids de leurs grains, et ça permettait donc à chaque plant de produire plus de grains. En quelques années, la production du blé au Mexique, elle a quadruplé. Les nouvelles variétés, elles ont été importées au Pakistan et en Inde, où ils étaient en méga galère aussi. Pareil, la production a explosé. Ensuite, on s'est servi du même principe avec le riz. La production de riz aux Philippines, par exemple, elle a triplé de la même façon. Et dans les années 80, pour la première fois de l'histoire du monde, les gens, en moyenne sur la Terre, ils ont eu suffisamment à manger. Alors bien sûr, il y a eu des inconvénients à cette révolution verte, la pollution des sols par exemple, parce qu'il fallait beaucoup de nitrates pour faire pousser de nouvelles variétés de blé, mais on estime quand même que Norman, le petit agronome né dans une famille pauvre de l'Iowa, il a sauvé des centaines de millions
de vie. Pour ça, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1970. Et puis, il a rendu certaines personnes optimistes, comme moi, par exemple. Comme vous, et on a donc compris qu'il n'y a plus besoin de s'ennuyer avec le réchauffement climatique. On va trouver une solution scientifique, des aérosols mes montant déchets. dans l'espace. J'ai compris. Je trie mes déchets, je fais attention à pas trop prendre l'avion, mais surtout, quand même... on va planter des vignes en Angleterre ou des oliviers. Enfin voilà. Ouais, et puis il faut dire que sur le blé, justement, il y a une tendance aujourd'hui à vouloir replanter des variétés anciennes justement plus hautes parce qu'elles contiennent moins de gluten. Ouais. Alors vous voyez, ça crée d'autres problèmes. Bon, voilà, on va tous mourir, mais au moins pas de. Oui, pas de mais voilà, la moitié gluten, de la planète qui essaye de grossir et l'autre moitié qui essaye de perdre du poids. Ouais. Allez comprendre. Merci Voilà. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.